Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, le show rouge. Nous sommes le 22 août 2022 et nous sommes à Toronto, dans l'Ontario, Canada. Avec moi pour m'accompagner dans cette analyse spéciale, Raphaël. Salut Rafa. Salut Irem, ça va? Ben oui, réveillé par les hurlements des caribous la nuit. Moi. J'ai du mal à dormir. Ouais, ça Ça te fait du érupte, bruit, hein. je sais plus quel est le terme exact. Je vais chercher, le biologiste va chercher. Ah bah oui, toi qui es spécialiste du monde animalier, on en a vu des drôles d'animaux hein, dans cet épisode Ah, de Monday Night Raw. ah, c'est sûr, ouais. Bon, la faune, la flore du show rouge. Alors déjà, ça a commencé par quelque chose, je ne sais plus, je crois que tu n'avais pas apprécié la dernière fois où un show avait commencé par de la bagarre. Est-ce que c'était bien toi, Raphaël, qui n'avait pas aimé qu'on commence par de la bagarre Oui, à mais l'épisode c'était un peu Monday? différent. Ah, c'était J'avais pas différent. aimé. Ouais, j'avais pas aimé, c'était quand on avait commencé sur le Miz et Paul Logan là, qui se battaient. Ah oui, alors je m'explique, hein. Cette fois-ci, c'était ni le Miz ni Paul Logan, mais bien Riddle et Seth Rollins. Quand l'antenne est prise par voilà, quand on arrive dans l'arène, c'est la bagarre entre Seth Rollins et Riddle. Ça commençait dans la Gorilla Position et puis après ça s'est retrouvé tout autour enfin dans l'arène, dans les gradins autour du ring, les forces de sécurité qui sont décidément de piètres professionnels. Hein. Il faudrait peut-être un jour penser à employer un nouveau prestataire pour assurer la sécurité des catcheurs et des catcheuses, des superstars, mais également du public, hein, parce qu'un mauvais coup peut vite arriver. Une corde à linge perdue, et puis t'as des soucis. Hein, derrière, c'est la class action, mon bon Rafa. Là, c'est procédurier. En plus, le Canada, hein, ils ont déjà refusé certains catcheurs pour leur entrée, pour leur carrière là, de faits divers ou de merde, je perds mon mot, casier judiciaire. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc ouais, ça peut être risqué, oui. Ouais, il faut avoir un casier judiciaire vierge et une carte de vaccin bien remplie pour pouvoir entrer au Canada. Et finalement, écoute, Rafa, finalement, ça s'est terminé sous la rampe avec les deux hommes qui ont été séparés, avec voilà, au grand déplaisir des fans hein, qui voulaient voir vraiment de la bagarre pendant 3 heures. En fait, ils auraient pu regarder visiblement se contenter d'un Seth Rollins versus Riddle pendant 3 heures. Bah, ils viennent pour un show de catch, donc forcément, ils veulent voir de la bagarre, ouais, c'est logique, ouais. Ouais. Je crois qu'on a retrouvé Seth Rollins un petit peu plus tard dans une petite interview backstage. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il avait dit, si tu as un petit souvenir de ça ou pas, toi? Je crois qu'on l'a De revu, ce là? Oui, on l'a revu, après, ce qu'il a dit d'intéressant, je ne suis pas sûr que ça ait apporté grand-chose à Non. l'intrigue. Non. Bon alors, du coup, cette fois-ci, ça t'a pas déplu, cette entrée en matière? Alors c'était un petit peu différent, là, ils ont vraiment joué, d'ailleurs la première scène, en fait, on l'a bien vu, je sais pas si c'était une erreur de leur part ou si c'était volontaire. On a eu ce plan large qu'on a toujours quand on arrive dans une salle et on a vu le caméraman qui s'est mis à courir, Oui. du ring vers les coulisses, en fait, pour aller voir ce qui se passe. Donc là, il y avait un côté un peu plus crédible de on a lancé le show, on a ouvert, il y a eu les pyros, on a dit bonjour mesdames et messieurs, il y avait les commentateurs, et puis on allait démarrer, et puis merde, il s'est passé un truc. Alors que la dernière fois, c'était vraiment, putain, il s'est passé un truc, enfin, pour ouvrir un show sur deux mecs qui se passent au milieu du ring, ça veut dire qu'ils sont arrivés sur le ring avant que t'aies lancé ton programme. Les gens se sont assis dans la salle, on a allumé les lumières, donc ça faisait un peu bizarre cette fois-là. Là, ça m'a un petit peu plus plu, ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. Ces premières secondes, là, on se dit, allez, ça y est, on part en backstage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Après, je trouve que ça devient un peu souvent les feuds qui sont dramaturgisés avec deux mecs qui se mettent sur la gueule et qu'on sépare par des officiels qui sont, comme tu l'as dit, absolument catastrophiques. J'ai l'impression qu'on voit que ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a eu ça pour qui? Pour Shayna Baszler peut-être, pour Bianca et Becky, pour plein de gens. Enfin, il y a plein de Oui. ouais. Donc Oui. ça perd de son intérêt, c'est juste sympa par contre quand t'es dans la salle et que ça vient se battre dans les gradins, tu te dis: «Oh putain, jusqu'où ça va aller?» c'est sûr. Depuis notre canapé, je trouve que ça bon, ça et comme l'a dit, un de nos camarades dont je ne sais plus le nom, mais je retrouverai en regardant qui a dit ça sur Discord. Venez donc sur le Discord les amis. Que comme cette FUD, elle a eu une pause, un peu incompréhensible au à SummerSlam pardon, là on la reprend, mais on a l'impression que on sait plus trop pourquoi ils se détestent et on se dit: «Putain, depuis le temps, ils auraient pu un petit peu se calmer quand même».
On a une fois oublié les raisons de la violence, là. Ouais, non, il y a visiblement du bad blood entre les deux, mais on sait plus trop pourquoi. Bah, tu sais, c'est toujours comme ça, en fait. On sait plus, à la fin, on sait même plus pourquoi on se tape dessus, pourquoi on se déteste. C'est Bah oui. juste, voilà, l'arrière-grand-père qui a peut-être mal posé son petit muret, là, qui a bouffé un peu de terrain là sur le champ du voisin, et puis voilà, ça a créé des conflits générationnels entre deux familles pendant des années. Et puis Ah à la bah fin, on sait même plus pourquoi. c'est Léo Hara et Léo Timmins, hein, Lucky Luke, il connaît, hein, il les a séparés dans un excellent album d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est les guerres de voisinage. Bon, bah écoute, effectivement, tu as raison, hein. Une rivalité qui va devoir reprendre un petit peu du poil de la bête. On en reparlera hein, à la fin, qu'on fera peut-être l'inventaire. Mais c'est vrai que finalement, on est peut-être dans une période où rien ne dépasse, hein. Tout est un peu mis au même plan. Et c'est vrai qu'il va falloir peut-être revoir un petit peu qu'est-ce qui est important aujourd'hui à Monday Night Raw. Quelles sont les grosses rivalités? Bah écoute, une des grosses rivalités, finalement, mon bon Rafa, c'est peut-être celle-ci. C'est d'abord Trish Stratus. Alors, tu vas me dire, Trish Stratus, elle est en rivalité avec personne. Trish Stratus, ça fait des années qu'on l'a pas vue. Oui, mais Trish Stratus, donc, elle est canadienne. Elle est visiblement également de Toronto, visiblement. Oui, je Euh, pense. et donc, elle arrive au milieu de bain de public, bain de foule. Là, c'est la troisième, finalement, c'est la troisième intro de ce Monday Night Raw, hein. Comme tu l'as dit, on a eu plusieurs intros dans ce Monday Night Raw. C'était une intro à rallonge. Donc les fans sont évidemment très contents de la voir. Et puis Trish Stratus, bon, Trish Stratus n'était pas super à l'aise. Je sais pas comment tu l'as trouvé toi, mais elle faisait voilà, elle était très émue par la réception, voilà, l'accueil qu'elle a reçu de la part des fans. Mais elle était là à dire oui, alors je suis très émue de me retrouver entre les cordes, très émue de me retrouver sur ce ring. Ah, et puis est-ce que je vous ai dit que j'étais émue d'être entre les cordes? Et puis, enfin, sans grande emphase, il y avait vraiment pas beaucoup de. Enfin, elle a jamais été. Elle était pas excitée d'être là en fait. Elle était juste émue d'être là. Donc, je trouvais ça un petit peu étrange, tu sais, pour ouvrir un show, de commencer par de l'émotion un peu contenue comme ça. T'es pas. Voilà, on avait une petite bagarre juste avant et là maintenant, tout d'un coup, bah, l'eau, elle a vite elle est vite redevenue un petit peu tiède. Heureusement, Bailey est là. Bailey a toujours super bien sapé, hein, Bailey accompagné de Dakota Kai et de Io Sky pour interrompre la Canadienne. Alors là, par contre, petit problème de production, petit problème de réal, hein, va falloir quand même surveiller tout ça, puisqu'on a une pause pub, Rafa, et puis qu'on est revenu, Bailey était déjà en train de faire sa promo en fait. Que ça c'est pas terrible, un petit carton jaune, un petit avertissement. Ouais, bah oui, non, on aurait aimé savoir ce qui est. Mais je t'avoue que j'ai prêté qu'une oreille secondaire à tout ça parce que, comme tu l'as dit, Trish Stratus n'est pas arrivé en nous emballant. Donc, bon, c'était pas très très grave, mais oui, c'est un peu bizarre. Certains choix de coupure pub parfois nous étonnent. Ouais, donc Bailey fait un peu de trash talk, elle nous dit ouais c'est cool, mais en fait pourquoi t'es là, grosso modo. Et puis Yoska dit ouais je suis une grosse fan, avant de dire un petit peu plus tard qu'en fait elle ne l'aime pas. Et puis, on veut savoir un petit peu pourquoi elle est toujours là après tous ces jours. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle a. Bailey devient menaçante finalement et Trish Stratus n'est pas la bienvenue. Heureusement, Bianca Belair vient défendre sa copine. Elle dit bah voilà, elle représente Trish Stratus. Tu sais pas à qui tu parles, c'est Trish Stratus, Hall of Famer. Donc elle rappelle un petit peu le pédigré de la Canadienne. Et Bailey n'est toujours pas convaincu jusqu'à ce que Trish Stratus retire sa veste et lui dit bah écoute, en grosso modo, on peut régler ça ici et maintenant, pourquoi pas. Et puis elles sont rejointes, tout ce beau monde est rejoint par Asuka et Alexa Bliss, histoire de remettre à niveau parce qu'il y avait le nombre était en faveur de la faction de Bailey. Et s'en est suivi donc un match pour les qualifications pour le tournoi Tag Team. Et ça, je sais que ça t'intéresse beaucoup, mon bon Rafa. Oh oui, oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'était pas terrible, j'ai trouvé. J'aurais bien aimé que Bailey et sa bande, pendant tout le temps qu'elles ont eu pour se préparer avant de faire leur gros retour là, à SummerSlam, elles bossent un petit peu plus le contenu du personnage. Parce qu'honnêtement, je trouve ça pas ouf. J'ai jamais trouvé ça ouf, Bailey Hill. Je sais qu'elle a été un peu taulière, notamment quand il y avait le Covid, tout ça. Elle a été très très présente, mais voilà, ce côté un peu bully là qui dit tout le temps, qui rigole un peu de manière faussée là, le ha ha ha, ah là là, vous êtes ah oh, t'es nu, vous êtes conne parce que nous on est trois et vous êtes deux, alors ah vous êtes débile et puis bah forcément tu t'attends à ce que quelqu'un arrive pour équilibrer le nombre.
Il n'y a pas trop de profondeur ni d'intelligence dans tout ce qui a été dit, je trouvais. Trish Stratus, effectivement, qui a voulu nous faire une bonne grosse catchphrase en nous disant je peux passer en une seconde de je suis retraité à j'étais retraité. Sauf qu'entre-temps, elle a essayé d'enlever son chemisier, là, donc ça a mis un peu de trois plombes. Et puis, étonnamment, oui, j'ai trouvé qu'il y a eu ce moment-là où elles sont 4 contre 3 à se regarder, à se toiser. Et puis finalement, chaque clan part dans son coin, on se déshabille, on se prépare pour aller faire le match tag team. Et là c'était là qui, d'habitude, on a une coupure pub. Et là, on nous a filmé ça. Bon, c'était un peu. Ça manquait de. Le rythme était étrange, oui. Ouais. Moi je vais le dire, hein, j'ai détesté cet opener. Je l'ai trouvé vraiment naze. Et malheureusement, la foule qui était emballée par la petite baston entre Riddle et Seth Rollins, malgré la présence de Trish Stratus, qui au début a récolté une grosse viva, en quelques minutes, c'était à nouveau Chad, quoi. Hein. On s'est retrouvé à nouveau on était refroidi, quoi. On était refroidi. Et puis franchement, Trish Stratus, toi tu mets un coup sur Bailey, moi j'en profite pour mettre un coup sur Trish Stratus. Qu'est-ce que c'était que cette promo, quoi? Il y avait, Ah oui. aucun travail, le texte, il y avait zéro texte. Elle est pas venue préparer. Et à la limite, qu'elle vienne sans texte ou qu'elle oublie son texte, ok, pourquoi pas. Mais c'est une professionnelle. Elle est chez elle en plus. Elle est là pour mettre une grosse ambiance auprès de la foule. Qu'elle improvise, qu'elle mette un petit peu de cœur. Là, il y avait pas de cœur, quoi. C'était triste, en fait. J'avais pas le sentiment vraiment qu'elle était contente d'être là, à Toronto, au Canada. Et du coup, on a commencé le match un petit peu dans l'indifférence, quoi. Puisque effectivement, cet opener était chedass. C'était triste Stratus. Bon, le match, hein, c'est Asuka qui a pris le contrôle face à Dakota Kai au début, et puis Dakota Kai qui essaie un petit peu de s'échapper là du ring, et puis on a le premier contact physique entre les deux japonaises, hein, Asuka et Io Sky. Même si ça n'a pas duré très très longtemps, on garde sûrement cet affrontement iconique peut-être un jour pour plus tard. On a pas mal d'échanges assez compétitifs, hein, quand même entre les catcheuses, même si le match est pas non plus très enlevé, hein. Ça réfléchit beaucoup. C'est encore un petit peu, j'ai trouvé un petit peu chorégraphié parce que les filles n'avaient presque pas envie de se taper dessus. C'était un petit peu bizarre, j'ai trouvé ce match. Et puis finalement, c'est la victoire de Dakota Kai et Io Sky. C'est pas possible, il fallait vraiment trouver des noms différents. Là. Ces noms se ressemblent trop. Je comprends que Bailey se soit planté et que sa langue est fourchée. Puisqu'à la fin, Io Sky a fait un roll-up pour la victoire. Alors c'est un match qui a duré très longtemps, on dirait pas comme ça, mais ça a duré quasiment 20 minutes, quoi. Ça a duré quasiment 20 minutes. Écoute, moi j'ai trouvé ce match beaucoup trop long pour ce que c'était et c'était correct, mais bon, ça n'a pas. À ce moment-là du Raw, je suis là. Dis donc, j'espère que ça va repartir dans le bon sens parce que on se faisait un petit peu chier, quoi. Bah ouais, j'ai eu le même ressenti que ce tournoi tag team féminin. Ils veulent en faire quelque chose de marquant en disant qu'ils ont pris le temps. Et donc je pense qu'on n'a pas eu de match dans ce tournoi en dessous de la dizaine de minutes. Et par moment, on se dit, ouais, c'est bien de laisser du temps aux filles, mais des fois, ça pourrait être plus efficace. Là, ce match-là, il aurait pu durer 2 fois moins longtemps et être plus sympathique. Bon, je suis pas très emballé comme toi non plus. Je trouve que toutes ces personnes ont un petit peu de mal encore à travailler ensemble. Quand tu vois que Yo Sky et Asuka, quand elles se croisent, tout ce qu'elles arrivent à dire, c'est I don't like you, moi non plus, en anglais dans le texte, alors que bon, elles sont japonaises, putain, elles pourraient se faire ne serait-ce que 30 secondes de face à face, à se parler japonais comme Asuka en plus sait le faire. Oui. Là, bon voilà, I don't like you, super, ouais, je t'aime pas, moi non plus. Très bien. Ouais, alors je découvre certaines de ces jeunes filles, notamment Dakota Kai, que j'ai pas trop suivi et qui m'a jamais énormément intéressé à NXT. Elle a fait 2-3 sellings sympas, j'ai trouvé. Oui, oui, oui. Oui, elle a un beau potentiel. Moi, j'adore Dakota Kai. J'étais ravi de la voir revenir. Je regrettais parce que pour moi, elle fait une excellente mid-cardeuse. Et puis, elle fait de l'excellent selling. Elle arrive à tordre son corps dans tous les sens. Mais là, elle était pas encore dedans, hein.
Ouais, non, bah, elles sont pas ça c'est un gang un peu forcé, ça me fait penser à quand Paige arrivait avec, Sonya Deville ou autre ou avec les japonaises justement d'ailleurs, on comprenait pas trop ce que ces gens-là faisaient ensemble et il faut un peu que la mayonnaise prenne parce que là, pour le moment, bon, bah, d'accord, c'est 3 meufs, OK et puis, bon, bah, on en a déjà parlé un peu mais, Asuka, elle fait des efforts, Alexa Bliss, elle a l'air, elle me fait penser elle a une posture un peu Edge Lee sur la fin. Je trouve elle vient, elle catch, elle fait des sourires, mais on dirait que sa tête est Mmh. déjà en train de penser à autre chose. Donc on Ouais. a du mal à être impliqué. Ouais, ouais. Et puis c'était trop long. On Bah va en oui. parler, tout au long de cet épisode. Mais il y avait des soucis de rythme dans ce Monday Night Raw, j'ai trouvé. Depuis tout simplement la prise de pouvoir de Triple H, on est dans une espèce de longue mid-card de 3 heures et des matchs qui pourraient. Alors c'est terrible parce que on se dit, ouais, enfin, Tonton serait là, il nous taperait dessus, parce que lui, des matchs de 20 minutes, s'il pouvait en avoir 10 en 3 heures, il les prendrait. Il n'y aurait pas assez de place, mais il le prendrait. Mais là, ce match méritait pas forcément autant de temps, justement, notamment parce que, comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, les filles euh, sont pas complètement encore trouvées, quoi, n'ont pas encore forcément toutes les interactions, toutes les bases, tous les repères pour nous offrir des gros matchs. Et un match de 20 minutes comme ça, là, c'était pas forcément nécessaire. Mais attention, tout n'était pas acheté. On a quand même des filles avec toutes soit du potentiel, soit des vétérans qui ont déjà fait leurs preuves. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète pas trop sur la capacité des filles à produire du bon taf. Mais je pense que le problème est peut-être ailleurs. Écoute, Dolph Ziggler, lui, il rebondit après sa défaite face à Theory et il est interrompu par Judgment Day. Et puis il y a une petite petit échange entre Finn Balor et Dolph Ziggler. Il dit bah voilà, Ziggler, voilà, t'es un vétéran et puis enfin t'es un vieux, mais t'es plus très voilà, tu vaux plus grand chose. Et puis Ziggler lui finit par lui mettre une taloche. Et puis ça se retrouve sur le ring, tout ce beau monde, avec notamment Rhea Ripley. Alors, je sais pas si ça a marqué, mais Finn Balor, ils ont leurs entrées remixées maintenant. Ça y est, ils ont des entrées un petit peu qui leur sont propres. Du Jugement des Ouais. C'est plus le theme song de Edge. Ouais. You think you know me, tu vois. C'était l'entrée de Finn Balor, le theme song de Finn Balor, mais remixé façon Judgment Day. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Visuellement, ça commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors le match là va durer un peu plus de 10 minutes et on a notamment pas mal d'échanges qui sont faits entre les deux, le coup de grâce qui est manqué, le zigzag pour le near fall, et puis on a notamment après un gros coup de boule là qui assomme un petit peu Balor, mais Rhea Ripley arrive pour mettre à ce moment-là un coup de poing dans les valseuses de Dolph Ziggler, si je dis pas de bêtises. Et qui permet à notre ami Finn Balor, notre ami Finn Balor, de placer son coup de grâce pour la victoire 1, 2, 3. Victoire de Finn Balor. Dans les valseuses, non, je crois que c'est un peu plus tard ce segment-là. Elle met juste une bonne Ah oui, baigne je dans la tête, confonds. Ouais. dans le dos de l'arbitre, ouais. Ah, c'est ça, voilà. Dans le dos d'arbitre, c'est un peu plus tard où elle va, elle va réaliser son méfait. Bah oui, oui, elle est malfaisante. Je sais plus comment il l'appelait, la Edge, il leur avait donné tous des surnoms dans le Judgment Day. C'était pas la Destroyer, elle, ou un truc comme ça, ou Euh, l'Eradicator, je crois. peut-être, ouais. Effectivement, ils ont tous leurs petits surnoms. Ouais, mais ils ont pas repris ça forcément. Bah, écoute, c'était assez drôle, l'interview backstage avec Finn Balor qui dit à Ziggler que, ouais, il prend la place des petits jeunes qui montent alors que bon, Finn Balor, je n'ai pas son âge sous les yeux, mais en tant que petit jeune qui monte, ça commence à faire 10 ans, quoi. Je crois qu'ils n'ont que 2 ans d'écart, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Heu, Bah, écoute, Ziggler repositionné en face qui vient faire des matchs de gala, et qui perd. Ça me plaît pas mal, j'espère, je fais partie des grands fans de Dolph depuis toujours, de ceux qui aimeraient qu'il en ait toujours un petit peu plus, donc j'espère qu'il aura une petite récompense à un moment donné, je ne sais pas quoi, le titre US, il pourrait refaire un petit règne, ce genre de choses. Sinon, c'est pas mal, comme tu l'as dit, le Judgment Day, et on le reverra plus tard ce soir, et on essaye, hein, on leur met des belles entrées, il y a un petit entron assez stylé,
Mais pour moi, l'élément le plus intéressant, ça reste tout ce que fait autour Rhea Ripley en déconcentrant. D'ailleurs, il la filme beaucoup dans ses réactions. Elle est vraiment, elle vole un peu la vedette, je trouve. Et du coup, bon, on fera le bilan à la fin, mais j'ai un peu hâte qu'elle retrouve soit le ring pour catcher, sauf si elle est peut-être encore un peu blessée, je ne sais pas. Et puis qu'elle intègre la division féminine là, mais sinon, bon, c'était plaisant, mais encore une fois, ça c'est l'analyse qu'on a fait du show sur Discord, et c'est peut-être un peu trop, tout est un peu moyen et surtout, cette fédération, n'importe quoi. Cette faction qui quand même, bon voilà, ils sont un peu dark, le mal, tout ça, détruire les bon, ils sont assez, soft quoi. Ils font un match, ils gagnent et ils repartent, bon tant mieux, hein, mais là on n'a pas vu les Mysterios cette semaine, là ils ont battu Dolph Ziggler. Bon, bah écoute, bon ça ils font rien de plus que catcher quoi. Mais on les reverra plus tard et on sait que l'enjeu était ailleurs ce soir pour le Judgment Day avec, Damian Priest qui affronte Edge. Mais, ça manque, voilà peut-être un peu plus de singularité par rapport à ce qu'on a pu voir, dans d'autres factions, ce que d'autres ont pu faire avant quoi. Ouais, ouais, effectivement. Bah, de toute façon, c'est un reproche qu'on va pouvoir faire tout au long de cet épisode. C'est que pour l'instant, en fait, il y a plus vraiment d'histoire, hein. Il y a plus vraiment de rivalité pour beaucoup de ces catcheurs, de ces catcheuses, ou alors ce sont des rivalités des frémissements, quoi, ou alors des rivalités qui ne font que débuter. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, on se retrouve également une fois de plus avec bah, voilà, un Judgment Day qui navigue à vue, et puis un Dolph Ziggler qui fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, perdre magnifiquement. Et c'est ce C'est qu'ils ça. nous ont offert ce soir. On a une petite interaction backstage entre Alia, hein, ta catcheuse préférée, et Bailey qui vient l'embêter. Alors d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'Alia se considère comme étant une badass, et Bailey dit en fait qu'elle est juste bad, donc elle est juste mauvaise. Donc c'était plutôt bien placé, la pauvre Alia. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'elle est en formation quand même, hein, il faut le rappeler. Mais c'est une locale, hein, on verra un petit peu plus tard quand ils auront leur match. Trish Stratus, elle revient à la rescousse, et puis il y a du grabuge entre tout ce beau monde, avec notamment Adam Pearce qui vient avec la sécurité, je crois, pour... Ah non, c'est ça, c'est un petit peu plus tard. Non, c'est en arrière-plan, oui, voilà, c'est en arrière-plan. On a des agents de sécurité ou des forces de police qui ont des photos et qui sont en train de rechercher quelqu'un, visiblement. Ils sont à la Ah recherche oui, de oui, quelqu'un. bah, il se passe plein de choses, ouais. Il se passe plein de choses. Et ça, par contre, autant au niveau des storylines, concernant les catcheurs, voilà, toutes ces rivalités, on est un petit peu au point mort ou dans les frémissements. Autant il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est qu'il se passe plein de choses. Et les mouvements de caméra, voilà, là, on passe d'une interview à un autre truc qui se passe en arrière-plan. En l'occurrence, ça concerne évidemment ce qui s'était passé ces dernières semaines à Monday Night Raw. Ça, c'est plutôt bien foutu. L'Alpha Academy recrute, mon bon Rafa. Eh oui. Eh oui, est-ce que tu es prêt à rejoindre le cursus de l'Alpha Academy? Bah, et moi je l'ai déjà suivi, par Ah, correspondance. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, 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 bah là, c'est pour du présentiel, hein. Là, pour ce soir, Ah, c'était du présentiel à Toronto, avec Shaq c'est un Gable c'est un peu qui loin, ouais. se moque évidemment voilà, de la ville, notamment en disant voilà, qui ressemblent tous à une bande de vieux joueurs de hockey sans dents, édentés. Voilà, on fait pas mal de chip shots, ça marche pas trop mal, jusqu'à l'arrivée du nouveau prétendant à l'inscription pour devenir étudiant à la Alpha Academy, et c'est ni plus ni moins que Kevin Owens. KO veut devenir étudiant ou pas, on ne sait pas trop quelles sont ses intentions à ce moment-là. Peut-être qu'il veut juste en savoir plus, hein, peut-être qu'il a des questions à poser sur ce cursus de la Alpha Academy. On ne sait pas tout, hein, c'est vrai. On sait que ça a donné naissance à, enfin voilà, qu'il y a eu comment dire, des étudiants de renommée, mais exactement qu'est-ce qui contient ce cursus? C'est peut-être ce que voulait savoir Kevin Owens ce soir dans un match qu'il a opposé donc face à Chad Gable. Un match donc qui a duré une bonne dizaine de minutes, hein, lui aussi, avec des German suplex, des pop-up powerbombs et des stunners qui sont contrés, avec un Gable qui se laisse pas faire, mais un Kevin Owens qui est complètement remonté, hein. C'est le prize fighter dorénavant, Raphaël, hein. Ce n'est plus le Kevin Owens clown qui nous faisait tant rire il y a encore quelques semaines, encore quelques mois. C'est dorénavant
le combattant qui veut récolter des titres et détruire la gueule des gens. Gable d'ailleurs place un saut là depuis la corde qui se retourne contre lui, et puis à la fin on a des superplexes qui permettent notamment à Owens de placer une Swanton Bomb et un super kick à la fin pour placer la pop-up powerbomb pour finir Gable. Et la victoire donc du Canadien. Juste derrière Otis qui attaque Owens, mais pour faire bonne mesure, il se prend un stunner. Et ensuite Owens powerbomb Gable sur Otis pour le plus grand plaisir de nos amis mangeurs de pancakes, buveurs de sirop d'érable, mesdames et messieurs, Kevin Owens. Ah ben là, masterclass, je trouve, de notre ami Kevin Owens. Alors effectivement, c'était pas très clair la Alpha Academy, parce que c'était un Open Challenge, ils nous ont annoncé, et puis Gable nous a dit que ça recrute. Mais du coup, moi, j'ai pas trop compris, et Kevin Owens peut-être pas non plus, si c'était un Open recrutement ou si c'était un Open Challenge, un match, et qu'eux, ils recrutaient, voilà, ils glissaient au passage une petite info promotionnelle. Surtout que c'était annoncé comme le recrutement de l'Open Challenge de l'Alpha Academy. Donc quand j'ai vu Owens arriver, j'étais assez surpris parce que je m'attendais à un match tag team. Donc je me dis, mais est-ce qu'ils vont ramener Sami Zayn et Kevin Owens? Et d'ailleurs, la foule a réclamé Sami Zayn. Du coup, bah non, c'était un match 1 contre 1. Par contre, c'est un super match. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Enfin, Kevin Owens a toujours été, depuis qu'il est arrivé à la WWE, un de mes meilleurs catcheurs, enfin, de mes catcheurs préférés. Là, il est reparti dans cette gimmick de taureau là, qui arrive, qui défonce tout le monde et qui repart. Sauf que c'est une gimmick plutôt babyface, là. Il retrouve un peu. Alors, c'est très très différent. C'est ça qui est fort avec Kevin Owens, c'est que c'est toujours le même sur le ring, hein, les mêmes moves, mais c'est assez différent dans l'intensité. C'est un peu le Kevin Owens qui se prenait pour Stone Cold Steve Austin là, quand il était en feud contre Shane McMahon, mais là, il y a beaucoup moins d'acting, hein, c'est plus du wrestling, comme on dit. Ça passe par le regard, ça passe par la vitesse qu'il met quand il fait sa bombe renversée là dans le coin du ring. Il finit sur sa pop-up powerbomb, mais à mon avis, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fini là-dessus. Donc il retrouve son vieux finisher de l'époque, hein, finit le stunner. Le stunner, c'est un peu le bouquet final après. Non, je trouvais que c'était intense, c'était violent, c'était cool. Kevin Owens, il a fait des énormes, runs cet automne notamment et tout avec Seth Rollins, sans jamais vraiment toucher un titre, mais en faisant du main event material, tout le temps. Bah, ouais, moi j'ai envie de revoir Kevin Owens encore là-dedans, et Gable a été un très bon adversaire puisqu'il faut être 2 pour faire un bon match de catch. Donc, là, j'aime bien là. Là, j'aime beaucoup. Ouais, là, tu valides. On est Ah bon. ouais. Ah ouais. Ouais, bon écoute, c'est pas clair, c'est sûr, cet Open Challenge. On sait pas vraiment exactement comment on fait pour rejoindre cette Alpha Academy. Bah écoute, peut-être que tu nous en révéleras le secret de ton admission, hein. Peut-être que tu as eu droit à déposer ta candidature d'une façon différente, hein. Kevin Owens, lui, il est arrivé, lui, il a tout démonté et puis il est reparti. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'officiellement il ait réussi, hein, son application. Je suis pas sûr qu'il soit accepté à la Alpha Academy. On continue derrière avec notamment ce match Bayley contre Alia, après la petite interaction qu'il y a eu backstage. Écoute, ce match, il n'aurait dû durer que 1 minute. Si ça avait été moi, ça aurait dû durer 1 minute. Bayley versus Alia, il y a juste 50 niveaux de différence normalement dans la carte. Malheureusement, on tombe dans un petit travers qu'il va falloir, à mon sens, corriger. C'est-à-dire que bah, c'est gentil, hein, de vouloir donner du temps à tout le monde, Hunter, mais tout le monde, tout le monde ne mérite pas d'avoir autant de temps d'antenne que les autres. Et là, clairement, ce match, il aurait dû durer mais 2 minutes. Ça aurait dû être un squash en bonne et due forme. C'était un match tout à fait passable entre Bayley et Alia, mais avec heureusement derrière la victoire de Bayley. Mais bon sang, il va falloir faire quelque chose. Alia peut pas tenir plus de 6 minutes face à Bayley, hein. Il y a un petit souci là. Il faut du squash un petit peu.
Ah bah après, il y avait un petit événement, hein, c'est ce qu'ils ont souligné. C'est Alia, elle a provoqué Bailey en coulisses pour lui dire quand est-ce que tu fais ton retour in-ring. Donc c'est son premier match, Bailey, en C'est solo vrai. depuis un an, plus d'un an, puisqu'elle est revenue à SummerSlam, mais elle ne catchait pas. Donc ils lui ont donné ce petit moment. Je pense que Alia, elle a l'air d'être toujours pas trop mal vue, même si je pense pas qu'on puisse appeler ça un produit Triple H, Alia, même si elle a été pas mal à NXT. Bon, voilà, hein, je suis pas quelqu'un qui va cracher sur la pauvre petite jeune fille longtemps, mais bon, bah, c'était sûrement justement pour nous rappeler un petit peu Bailey, qui d'ailleurs, elle aussi a changé de finisher. Je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'elle nous a fait, mais elle fait plus son Bailey to Bailey suplex. Je sais plus ce qu'elle a fait là pour gagner. Non, ouais, ça s'appelle The Rose Plant. Alors, on va comprendre ce que c'est visiblement là. C'est le nom du nouveau finisher de Bailey. Rose D'accord. Plant. Et ben voilà, on en apprend des choses. Voilà, Bah oui, oui, oui. on aura au moins appris ça sur ce match. Ouais, ouais. Mais effectivement, bon, l'événement, tu l'as dit, c'est le retour officiel entre les cordes, le premier match de Bailey depuis son retour. Voilà, après quasiment 2 ans là de pause hein, pour une de nos chouchous. Et puis, bon, moi, Alia, c'était une locale, hein, c'était la locale de l'étape, comme on dit. Donc, elle a eu droit à une belle petite ovation. Mais clairement, là, ce match a duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'était censé être. Je veux bien, ok, ça fait plaisir, Bailey entre les cordes. Mais justement, elle aurait pu tout à fait faire en sorte que ce retour soit convaincant et destructeur et ne dure pas plus de 2 minutes. Voilà, ça aurait été bien, ça aurait été bien. Derrière, on a un drôle de match. On a un match tag team. Miz et Ciampa qui sont parfaitement raccord avec leur costume. Là, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont 2 petites cartes Pokémon comme Logan Paul. Sauf qu'il y a une petite photo entre les deux d'une victoire de Ciampa là, qui est donc mentorée par le Miz. Donc c'est complètement improbable cette équipe, mais en même temps je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, on peut pas dire que Ciampa se prête pas au jeu. Il est tout aussi ridicule que le Miz. Et ce soir ils affrontent du lourd. Par contre, mon beau Rafa, ils affrontaient AJ Styles et Bobby Lashley, notre champion US, mine de rien. Donc bah, c'était quand même un sacré challenge là pour l'ancien champion de NXT et le two times Grand Slam champion, donc le Miz, le A-lister. Donc le match commence avec le Phenomenal One qui affronte l'ancien champion NXT justement pour prendre le contrôle du match. On a bon après voilà les heels qui finissent par dominer. Et puis finalement le tag-in de Bobby Lashley hein, qui entre sous les vivas de la foule, même si le public franchement était un public de merde, je tiens à le dire en fait, que quand je dis les vivas de la foule, il faut savoir que pendant 3 heures on les a pas trop entendus à Toronto. Hein. Je sais pas si tu as eu cette impression là toi aussi, mais comme je l'ai dit sur le Discord, on entendait les caribous péter. Et il y avait pas une grosse ambiance. Alors Ringside dit oui il devait avoir un problème de son, mais il y a toujours un problème de son quand la foule est endormie. J'ai pas spécialement ressenti une froideur marquée de la foule, mais bon, j'ai pas ressenti une ferveur non plus énorme comme on a pu l'avoir un peu plus à Montréal là, ou ces jours précédents. Après, un caribou, ça pète sûrement fort, hein, parce que ça mange de l'herbe, donc ça fermente. Du coup, ça m'étonne pas qu'on l'entende, hein. Ouais, mais si t'entends un caribou péter, c'est que t'es trop près du caribou, vaut mieux partir, je pense, non? C'est possible aussi, oui, oui, oui. Hein, faut pas trop déconner avec cette bête-là. Comme il faut pas déconner avec Bobby Lashley qui arrive tel un caribou dans le ring, justement. Et alors là, c'est le rodéo parti. Il envoie valdinguer ses opposants dans tous les sens. Et puis après, Jay Styles qui retrouve un petit peu là, ses esprits. Et puis qui se retrouve là, prêt à armer et en finir. Et là, soudain, il est attaqué. Il est attaqué par un mec en hoodie qui, lui, est arrêté rapidement par les forces de sécurité. Mais on voit un visage, on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas quelqu'un de très important encore à ce moment-là. Et juste après, c'est le Miz. C'est le Miz qui est attaqué et qui est carrément embarqué, qui est donc kidnappé par Dexter Lumis, qui avait fait son retour hein, il y a quelques semaines, justement en essayant de kidnapper ou d'attaquer AJ Styles. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, ce Dexter Lumis, mais il n'a pas l'air d'avoir des intentions
particulièrement gentil envers les gens qui l'attaquent, et donc il fait disparaître le Miz à travers la foule, sous les vivats de la foule, hein, justement, Dexter Lumis. Et le match, donc, est arrêté, parce que finalement, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire que... C'est qui a gagné, là, du coup? Parce Bah, que le qui Miz, hein, et Ciampa et le Miz. Hein. Le Miz et Ciampa, oui, mais au début, c'est Styles qui a... L'arbitre n'a pas réagi sur ça. Ah oui, c'est ça qui était... Non. C'est pas normal. À Styles, on lui a posé les mains dessus ou pas? Je crois, oui. Eh Mais oui, oui, oui. L'arbitre, il va falloir que l'arbitre s'explique un petit peu, hein, parce qu'effectivement, officiellement, je crois que c'est le Miz et Ciampa qui ont gagné. Et puis d'ailleurs, pour faire bonne mesure, effectivement, ce qui vient sûrement confirmer ce résultat officiel, c'est que derrière, les babyface ont roulé sur Ciampa, ils lui ont fait bouffer leur finisher à tour de rôle pour faire bonne mesure. Écoute, il y a de l'intrigue avec cette histoire de Dexter Lumis qui vient kidnapper des catcheurs, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir de ce match? Bah écoute, c'est vrai que je l'avais signalé oui, sur le Discord, on est dans une période où il n'y a pas trop de fun et de rivalité au long cours, notamment pour les ceintures. Voilà, le Bobby Lashley, il a défendu son titre contre Theory, il a défendu contre Ciampa, il a défendu contre AJ Styles. Maintenant, il est en tag team avec AJ Styles, donc bon, les mêmes personnes tournent autour, mais sans que ça soit une vraie feud. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des choses qui durent sur le long terme, et Ciampa, le Miz, j'aime beaucoup. Je trouve Ouais. que c'est assez incroyable le nombre je l'ai dit dans la précédente analyse avec Ringside, le nombre de partenaires tag team qu'a eu le Miz et comment à chaque fois il arrive à créer une relation différente. Là, on n'est pas du tout dans un truc où ça se joue super pote comme avec Jim Morrison et tout ça. Maryse n'est visiblement John pas Morrison, du genre jalouse. Hein. ouais, c'est ça, il laisse son homme être partagé. Puis le Miz, il a des goûts éclectiques. Hein. Il a du Shaman of Sexy avec des longs cheveux, il a des chauves avec de la barbe, il a des gros du bide avec le Miz Tourage. Donc, donc là, ça. Et puis tout a pris sens dès le premier jour. Ciampa, il est arrivé, en plus avec tout l'univers étendu de NXT qu'on connaît, et il a dit, moi, je suis avec le Miz parce que je veux du SummerSlam, je veux du WrestleMania, je veux tout ça. Et effectivement, pour un mec qui est plutôt étiqueté, bagarreur, wrestling de circuit indépendant, la chose qui lui reste à apprendre, c'est pas le catch, c'est pas l'in-ring, c'est le show, quoi. Ouais. Et donc là, on est clairement dans le mentorat qui est réussi et le Miz est loyal pour le moment, il fait bien le taf. Hein. Donc ça, moi, ça me plaît bien. Après, AJ Styles, Bobby Lashley, c'est plutôt l'alliance, All Stars qui fait un petit peu rêver, mais sans qu'il y ait une grande histoire. J'aime bien, moi, Dexter Lumis. Je trouve qu'il il arrive à créer un attrait, un personnage, un truc un peu original, une drôle d'ambiance. Par contre, effectivement, j'ai trouvé que c'était un peu foiré, ce passage avec AJ Styles, j'ai pas compris en fait. Est-ce que ça nous présage que Dexter Lumis, il arrive avec un gang et avec d'autres gars? Ou est-ce que c'était juste ce mec que j'ai pas du tout reconnu là, qui a essayé d'attraper AJ Styles, C'est un un... catcheur local en fait, hein, j'ai retrouvé son nom, mais je l'ai aussitôt oublié parce que c'était juste un mec local qui devait être employé juste pour le temps de la séquence. Écoute, effectivement, il y a deux pistes. Soit le mec ne vient pas tout seul, soit il a payé un gars, toi, genre 10 minutes, toi, genre Uber bagarre, il dit bah voilà, t'as dit, viens faire diversion pendant que je réalise mon méfait. En fait, C'est vrai que il y c'est a pas un, clair. il y a un effet diversion, mais ce que j'ai pas trop compris, c'est que la première fois quand AJ Styles a failli être agrippé, il a été agrippé par un mec à capuche, mais à côté de lui, il y avait ce personnage avec l'espèce de casque là de robot, je sais Mhm. pas quoi. Le mec à capuche, il s'est fait capturer par la Sécu, mais l'autre gars, on l'a pas trop suivi. Et puis Non. après, on a retrouvé ce masque là avec Dexter Lumis. Donc est-ce que c'était le même gars qui s'est déplacé ou est-ce qu'il y avait deux personnes avec un... J'ai pas compris en fait. Il y avait trop de... Je pense il y avait trop de choses qu'on voulait nous dire en une fraction de seconde. Ouais. Par contre, visuellement, j'ai trouvé que ça... Voilà, suivre la caméra jusqu'à la vraiment disparition du Miz, en plus, pas le Titantron, quoi. Vraiment, la petite entrée au milieu de salle, c'était très visuel. Mais ils auraient dû, à mon avis, foutre ça, je sais pas, juste après que le match finisse, parce que du coup, ça a cassé un peu tout le truc. La cloche a sonné, on s'est dit: «Bah, merde» et ça faisait un peu forcé après l'enchaînement des finishers sur le pauvre Ciampa. Ça faisait un peu bon,
on vous a pas trop donné ce que vous vouliez. Donc voilà, on vous fout un Phenomenal Forum quand même pour faire bonne figure, mais c'était fini. Donc enfin voilà, c'était un peu comme tu dis, le seul moment à retenir en fait, c'est-à-dire cette arrivée progressive de Dexter Lumis dans le roster a un peu gâché le reste. D'ailleurs, voilà, on est dans le multiverse, mon bon Rafa. Sachez que Dexter Lumis peut apparaître n'importe où, n'importe quand. Et pas seulement à Monday Night Raw. J'espère qu'il va pas nous enlever à nous aussi. Donc, il s'est passé des choses dans un autre show de la WWE. Je n'en dirai pas plus. Mais si vous avez le network, vous pourrez aller voir ça. C'est disponible. T'as vu, hein, je ménage, hein, je ne spoil rien du tout. Hein, je vous invite juste à regarder les shows de la WWE en tant que bon fan. De toute façon, c'est ce que vous alliez faire. J'en suis sûr. C'est sûr. Et puis là, il s'est passé un truc bizarre. On a eu le retour d'un catcheur à la WWE. Alors qu'on pensait peut-être ce catcheur allait revenir il y a 2 semaines quand nous étions à Cleveland. Eh bien non, Johnny Gargano est de retour. Il arrive à Toronto d'une façon totalement inattendue. Il y a même pas, lui, il n'arrive pas en kidnappant quelqu'un. Non, lui, il arrive avec son petit tantron, il arrive avec son petit blouson et il arrive avec son micro sous une grosse ovation de la foule. Il est ravi d'être là. Hein. Il prend un petit bain de foule. Il se demandait un petit peu, voilà, comment ça allait se passer pour lui, pour son retour. Et puis, il est là. On se pose la question, est-ce que Johnny allait revenir? Et ben, Johnny est de retour. Il est de retour. Il nous parle un petit peu du jeune papa qu'il est, hein, et puis que après 9 mois, il est enfin là. Il dit que pour lui, Toronto, c'est un endroit spécial parce que c'est à Toronto, Raphaël, qu'il avait gagné son titre de champion tag team NXT avec justement Ciampa, qu'on a vu juste avant. Donc, je sais pas si tu te souviens de ce takeover Toronto. Ah bah oui. À l'époque, hein, on mettait des 5 étoiles à chaque takeover, je m'en souviens très bien. Ouais. Et donc voilà, c'est la grande émotion. Et puis, il est rejoint rapidement par Theory. Eh oui, Theory qui arrive. Et là, je me dis, ça c'était cool. Je dis, là voilà, ça c'est Triple H. Il y a de l'histoire. On fait pas table rase du passé. On va construire aussi sur des choses qui ont déjà existé. Bon, alors après, on peut toujours discuter. Le grand public ne connaît pas forcément ce qui s'est passé. Mais au catcheur de nous raconter ça, de nous faire comprendre qu'il y a un historique entre ces deux catcheurs. Theory, donc, qui nous rappelle un bon souvenir qu'effectivement, à NXT, Johnny avait joué le rôle un peu de figure paternelle. Il avait pris Theory sous son aile dans cette fameuse faction là de The Way, hein, qui était une sorte de famille d'outcasts, hein, de gens un petit peu qui, au premier abord, n'avaient pas de lien. Et d'ailleurs, dans cette famille, il y avait qui aussi? Il y avait aussi Dexter Lumis qu'on a vu juste avant. Donc oui, c'est vrai, je cherchais, oui. Ouais, c'était un petit peu étrange tout ça. Hein. Mais bon, ouais, Dexter Lumis. C'était dans un deuxième temps, c'est vrai. Mais oui, il y avait, c'était The Way, c'était la famille. On se souvient de magnifiques segments autour de l'arbre de Noël, notamment. Ah oui, il y avait des séances de psy, hein. C'était pas facile. Hein. Siri avait été kidnappé en fait par Dexter Lumis. Oui. Et après ça, il n'était plus le même. Et donc, il avait suivi des séances de psy, accompagné par son papa et sa maman, donc Johnny Gargano et Candice LeRae. Bref, c'était un petit peu un des trucs cool qui est resté avant NXT 2.0. D'ailleurs, c'était terminé par un mariage et tout, avec. C'était la fin d'une époque. La fin d'une époque. Et ben justement, ça a bien changé depuis. Ça a bien changé. Theory, entre-temps, il a tout gagné. Il a fait un gros impact à la WWE. Il était le plus jeune champion américain. Il est le plus jeune porteur de mallette. Il a une nouvelle attitude. Et il n'a plus besoin de Johnny Gargano. Tout simplement, ce trentenaire bien tassé, là, il va pouvoir s'en passer. Donc, soit il le rejoint comme porteur de mallette. Il pourrait pourquoi pas porter ses valises et porter sa mallette. Soit il dégage. Hein, je sais plus comment il a formulé ça, mais go away. Il fait des petits clins d'œil à ce nom de faction qu'ils avaient justement tous les deux. Et là, Gargano, il réfléchit.
Et il place un super kick dans la mâchoire du jeune prétentieux. Et c'est donc une petite rivalité qui attend Johnny Gargano et son ancien protégé, Theory. Qu'est-ce que tu as pensé de ce retour de Gargano? Oh bah à ce niveau-là, on peut même plus parler de retour en fait. C'est une arrivée dans le main roster, hein. C'est quand même sensationnel. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est une sensation. Oui, là, tu vas faire provoquer un arrêt cardiaque à Papy, là. Ah, je dis bien ça dans le sens, c'est une sensation quand même. C'est-à-dire que on se retrouve avec quelqu'un qu'on avait très souvent évoqué comme impossible quasiment à monter dans le main roster, hein. C'était la grande époque des Gargano, Ciampa, Adam Cole, Kelly O'Reilly, tout ça, où on se disait ah ils sont forts, tout ça, mais c'est des crevettes, c'est des petits gabarits, ils monteront jamais. Eh ben, il y en a qui sont partis, qui reviendront peut-être un jour. Et Gargano, il était parti sans être parti ailleurs, hein, juste pour changer les couches, comme il a dit. Et on Ouais. comprend, hein, dans une vie, on sait que toi aussi, IRM, tu aurais pu être catcheur professionnel, mais voilà, les enfants, les enfants d'abord, comme on dit. Eh oui. Mais moi, j'ai trouvé ça très bien. Honnêtement, je suis pas un fan absolu de Gargano, loin de là. Je suis pas un hater comme notre ami Papy, mais voilà, je suis pas un fan absolu. Heu, Si on m'avait demandé de plancher, là, une rédaction pendant 2 heures ou 4 heures ou 6 heures sur comment le faire rentrer dans le main roster, j'aurais bien été compliqué, et là, en fait, je trouve ça super bien. C'est hyper simple. Le mec, il arrive et il dit, voilà, on n'essaye pas de créer une gimmick ou un faux truc. Il dit: «Bah, voilà, vous m'avez connu, voilà, j'étais catcheur, j'étais à NXT, je me suis demandé quoi faire. Est-ce que je reprenais? Est-ce que ça valait le coup? Bah, je suis chaud, là, je repars». Et en plus, quand j'ai vu arriver Theory, j'ai dit: «Bah, oui, bien sûr, c'est hyper logique, quoi». J'aurais juste aimé qu'il fasse une petite blague sur son prénom, du genre qu'il dise, Austin et que «Non, non, maintenant, c'est Theory tout court», parce que c'était, le fameux Austin Theory. Ouais, moi ça me plaît bien. De toute façon, comme on l'a déjà dit sur le Discord, Theory, il a la mallette et très souvent les mecs qui ont la mallette, ils sont un peu intouchables, ils ont le totem d'invincibilité, donc ils peuvent perdre des matchs, on s'en fout. Il peut aider son ancien pote à se faire une belle place dans le main roster. Moi ça me plaît bien comme affrontement, Theory contre Gargano, j'ai plutôt envie de voir ça. Et effectivement, la Gargano avec sa petite chemise, il est arrivé un peu en mode mégastar. Ben voilà, on va le tenter, on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire de Gargano? On peut faire pas mal de choses, moi je pense. Donc heu, donc à voir, il y a plein de choses à raconter, des clins d'œil si on veut évoquer, comme tu dis, le passé et l'univers étendu. Il y a Dexter Lumis qui est là, il y a Ciampa évidemment, bien sûr, qui est là, donc on se prend presque à imaginer un jour, peut-être un an ou 2, DIY qui se reforme. Moi je dis, tentons-le et c'est un beau lancement. Ouais, ouais, ça, écoute, moi, ça m'a fait plaisir. C'est osé, hein, de la part de Hunter, de Triple H, de lancer quasiment, alors pas un inconnu, parce que finalement, c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on dit toujours, ouais, les mecs sont pas connus, mais après, quand ils arrivent enfin, ils reçoivent quand même des grosses ovations, donc j'imagine que les gens devant leur télé ne sont pas tous des gros suiveurs de NXT, n'ont pas tous ce passif, mais ça va très vite, tu peux très vite une petite vidéo et puis voilà, l'histoire est racontée. Et là d'ailleurs, en reconnaissant l'historique entre les deux, ça permet de montrer que ce mec ne vient pas de loin. Maintenant, c'est vrai qu'il a c'est pas anodin, ce traitement de star finalement, pour un mec qui n'a pas effectivement n'est pas dans les standards de la WWE, n'a clairement pas une tête de champion du monde, hein. C'est une crevette, hein. Il faut l'avouer. Il paraissait tout petit, hein, sur le ring, hein. Je sais pas si les rings à NXT sont plus petits que les rings dans le main roster, mais il paraissait tout petit. Et quand il s'en va, limite, il passe entre la première et la deuxième corde pour descendre du ring. Ah, Bon, tu sévère, tu sévère. non mais, non mais, voilà, effectivement. Enfin voilà, clairement, c'était osé, c'était osé. Ouais. J'ai aimé, j'étais agréablement surpris, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup Gargano, je trouve ça cool de donner sa chance il peut apporter quelque chose. Je taperai pas dessus sur cette promo-là, cette arrivée-là. Je trouve ça très bien. En plus, il va arriver dans un programme avec Theory qui va probablement tenir la route. C'est plus après, ça va être plus dans l'ensemble, toi. Ce qu'on retient au final à la fin de cet épisode en termes de rythme,
On peut pas dire qu'ils n'arrivent pas avec des traitements de superstars, hein, tous ces mecs-là. Donc ça Bah, c'est. tous. Là, on l'a dit même peut-être de manière exagérée, mais que ce soit Gargano, Hitro ou Yo Sky ou autre, tout le monde arrive en mode on est costaud, quoi. Ouais, the next big thing, quoi. Donc effectivement, à voir après derrière comment tout ça va se matérialiser. Écoute, on va arriver à notre main event. Un beau main event de... Allez, je vais de mid-card, mais bon, comme on est à Toronto et qu'il y a Edge, eh ben, c'est tout de suite du calibre de main event. Edge affronte Damian Priest ce soir à Toronto dans un match qui va durer lui aussi 20 grosses minutes. Entre Edge, l'ancien leader, les créateurs du Judgment Day, et Damian Priest, qui a trahi Edge. Donc il arrive avec il avait une tête de Edge, mais une tête de Edge d'il y a 15 ou 20 ans. Mon bon Rafa, il avait le même gear que le Edge qu'on avait connu il y a 15 ans, là, avec ses lanières de cuir et puis sa grosse entrée là, qui fait soulever la foule. Beth Phoenix était là. Est-ce que tu l'as vu? Beth Phoenix était là. Ouais, premier rang. Et donc elle est là, elle est toute émue, aussi émue que Edge. Edge n'avait pas, malgré son retour et malgré les tournées, n'avait pas foulé un ring à Toronto depuis plus de 10 ans. Hein. C'est ce qu'il nous a expliqué, mon bon Raphaël. Donc ça faisait un petit bout de temps quand même. Ah bah c'est un événement décennal. Eh oui. Donc Rhea Ripley et Finn Balor ne sont pas là. Hein. Damian Priest est venu tout seul comme un grand. Et puis c'est parti. C'est la grosse bagarre. Edge qui s'attaque assez rapidement auprès de Damian Priest. Il le balance un peu à droite à gauche. Ça se retrouve d'ailleurs assez rapidement ringside avec Edge qui balance Priest avec une grosse powerbomb là, bien brutale sur les barricades à l'extérieur. Pauvre Damian Priest là, qui a eu la colonne vertébrale coupée, brisée en deux. Allez, au revoir, merci, rest in peace. Et puis derrière, Priest qui reprend le dessus et lui qui balance donc un Razor's Edge sur Edge justement à travers la table des commentateurs. Cette Priest rendue célèbre par Razor Ramon. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis Edge qui place une Hurricane Rana. Oh, c'était assez incroyable, hein. Attention, il est en feu, son bon vieux Edge. On a un Unprettier, ce kill switch, finalement. Un kill switch qui est placé sur Damian Priest pour le compte de 2. Incroyable. Là, on met un petit clin d'œil à Christian au passage. Et puis derrière, on a Priest qui prépare un spear encore. Là, c'est incroyable. Et qui se retrouve choc-slamé là, pour le compte de 2. Et puis, ça continue à dérouler. On a le choc-slam de Damian Priest. Edge on a même un ref bump, mon bon Rafa. On a un petit ref bump là, pour ton grand plaisir. Ah non, point douter. Mais d'ailleurs, c'était encore Robinson, non, l'arbitre? Ah oui, toujours. Qui va dingue. Alors, t'as vu comment il est tombé, n'empêche? Quel artiste. Il a glissé, mais ça a duré 3 ou 4 heures, quoi. Ça a duré 10 secondes où il est glissé entre les cordes. Oh là. Je dis là, il doit kiffer Raphaël, un beau rêve bump. Et puis, on va chercher des chaises. Et puis, on a le crossface avec le barreau de chaise. Il a fumé le barreau de la chaise, là, le Damian Priest. Et puis derrière, on a le spear qui est préparé, mais qui n'ira pas jusqu'au bout, puisque je crois qu'il se bouffe justement il se fait attaquer il se prend un bout de chaise ou un bout de barreau de chaise, justement, le Edge, il me semble. Barreau de chaise. Un barreau de chaise. Et puis derrière, on a un Canadian Destroyer suivi du spear pour la victoire du beau Canadien. 1, 2, 3, la foule exule. Mais, et là, on revient à ce que j'avais dit précédemment, c'est à ce moment-là que Rhea Ripley arrive et fait un coup dans les valseuses de Edge. Finn Balor place le coup de grâce et à ce moment-là, les chaises sont en place pour la décapitation du Canadien. Mais Beth Phoenix intervient pour faire reculer, quelle force d'intimidation de la Canadienne, faire reculer les méchants. Et donc,
on se retrouve avec Phoenix, Beth Phoenix, qui tient tête au Judgment Day pour son bel homme, et donc cette victoire de Edge. Et oui, et oui, et oui. Et bah écoute, moi je trouve bon main event quand même. Gros main event, contextualisé effectivement. On est à Toronto, c'est le Canada, c'est Edge. Ils y sont allés. De toute façon, Edge, il y va pas à moitié. Hein. Pour le coup, il a beau être un peu part-timer et tout, depuis qu'il est revenu, on dirait que c'est vraiment, ça lui tient à cœur de faire des gros matchs, des gros spots, de détruire tout. Moi, j'aime bien ce Edge blanchi, modernisé. Je trouve c'est le plus joli Edge esthétiquement et avoir catché depuis son retour là. C'est fini l'époque où il venait en blouson de jean là, et les cheveux crado là, qu'on aurait dit un fan de Johnny qui arrivait en moto. Là, je sais pas, ouais, il y a un style. Ça me fait penser un peu à quand Daniel Bryan était passé entre les mains du Finn. Là, il était revenu justement tout rasé, tout glabre comme à ses débuts à NXT. Le rôle après, Damien Priest, ni l'un ni l'autre sont pas dans une situation de catcheur 5 étoiles, je trouve. Donc ça a pas donné un match 5 étoiles, mais il y a eu quelques spots sympas. Le ref bump, par contre, comme tu l'as dit, est assez dommage. Avec Charles Robinson, on dirait il tombe du haut de l'escalier de 100 marches, et puis il tombe sur chaque marche, il roule boum boum boum. Puis après, ils vont chercher les chaises. Le spot du pied de chaise là que prend Edge pour faire le sourire d'ange là, c'est sympa, mais après, je trouve qu'une fois qu'il tente son spear et que Damien Priest le tape avec le barreau de chaise, c'est pas du tout visuel. Ce barreau de chaise noir, on le voit à peine, donc c'était pas très lisible. Et par contre, le truc un peu positif, je trouve quand même, c'est Beth Phoenix dont tu as parlé, qui pourrait très bien toiser et jouer dans les mêmes rings que Rhea Ripley, et ça me plairait pas mal. Donc on part sur une feud qui continue. On pouvait se demander toute cette histoire Judgment Day, Edge, la trahison qu'il y a eu et tout, vers où on peut aller d'intéressant. Et ben si on ajoute Beth Phoenix à l'équation, chose qu'on n'avait pas du tout envisagée, ça me paraît cool, ça me paraît intéressant là, un match mixte. En plus, je suis sûr que Rhea Ripley et Edge hésiteront pas à interagir aussi dans un truc un peu intergender. Donc ça, c'est plutôt positif, et ça montre aussi que finalement dans le catch, ce qui est important, c'est l'histoire, et on avait un peu peur que le Judgment Day perde, en se disant: «Putain, ils arrivent pas à gagner des gros matchs quand même, ils perdent contre les Mysterio, ils perdent contre Edge», mais en fait là, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est l'écriture, donc ça commence à marcher le Judgment Day, on leur donne le main event, ça commence à prendre. C'est vrai qu'on a un show sur lequel on est beaucoup moins marqué qu'avant. Il y a moins les segments creux en low card, il y a moins le grand pic du main event. C'est sûrement lié à la reconstruction totale que fait Triple H, pardon, sur l'écriture. Bon, c'était déjà avant, hein, clairement, depuis qu'on a un champion universel indisputé qui est pas là. C'est très souvent, hein, depuis même à l'époque de Vince, en avril, mai, juin, où on a des shows, voilà, où le match final, c'est pas le vrai main event. En plus, il y a des histoires toujours de ratings, de concurrence avec d'autres chaînes, qui fait le main event, c'est au milieu du show, tout ça. Les chiffres sont bons, hein, malgré tout. Depuis quelques semaines, on est à 2 millions de spectateurs. Alors, il n'y a plus la grosse concurrence de la NBA, notamment en face. Donc, on peut pas dire qu'il fasse moins bien ou pire. Donc, on va voir sur les prochaines semaines. Ouais, ouais. Moi, je trouve que, je sais pas, la construction du show me dérange pas. L'arrivée de tous ces nouvelles têtes, pour le moment, je trouve qu'on n'est pas dans une situation où on a l'impression de mettre au placard les pistes de Vince et d'avant, hein, parce qu'on a Theory qui est toujours là, Bobby Lashley qui est impeccable, voilà, le Judgment Day, Edge et tout, le Miz et Ciampa, Kevin Owens, enfin voilà, tous ces mecs-là. Ce qui n'est plus là, c'est Omos, c'est Ezekiel, en gros, c'est le 24/7 qu'on ne voit plus. Donc, honnêtement, on va pas s'en plaindre, hein, c'est pas très grave, hein, si je vois pas ces mecs-là. Non. Tu disais qu'il y avait tout était à la même hauteur. Bah, oui, il y a plus le géant, il y a plus Omos, mais Et puis, voilà, les mecs de 2 mètres ont disparu. Ils ont ça été remplacés par des mecs d'1,50 m. c'est ça, il y a plus Virman, bon voilà, il y a plus ces trucs-là dont Après, c'était des mecs qui, de toute façon, comme tu l'as dit, ça faisait des. Attends, ça fait. Alors, Virman, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il est là. Il a mis 1 an et demi avant d'arriver, mais c'est des mecs qui sont là depuis longtemps et qui, effectivement, n'avaient
ne montrait aucun signe d'amélioration, aucun véritable espoir qui tournait en rond. Donc, Ouais, on va pas non plus regretter ces types-là. on manque peut-être un peu de feu dans le talk, hein, comme tu dis. On a des wrestlers, mais c'est vrai que Omos nous manque peut-être pas, MVP peut-être un peu plus. Ouais. Bon, on a Chad Gable qui parle pas mal, et c'est à peu près tout, hein, parce que là, le Miz a pas parlé. Mm. Voilà, on a du catch, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que tout ce qui est autour, les interviews backstage, les promos, on n'a pas eu ce qu'on a eu la semaine dernière là, avec Drew McIntyre et Kevin Owens. Mais bon, tout ça est très récent. On repart à plein de choses à zéro post-SummerSlam. Euh, on a un show, la Clash of the Castle, qui va être un peu de l'inédit. Donc, c'est difficile de. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là sur le côté. Ah, c'est Triple H qui arrive. Je pense que c'est difficile de vraiment avoir une lecture comme ça parce que il y a des choses qui étaient déjà des pistes lancées bien avant. Euh, on garde encore du corps de Vince McMahon. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans une révolution, dans un virage à 180 degrés de suite. Plutôt dans quelque chose de nouveau petit à petit. Après, il faudra voir, oui, si dans 2 ou 3 mois, je sais pas, on voit plus du tout le Miz, on voit plus du tout, je sais pas, Damien Priest et le Judgment Day, mais qu'à la place, on a, je sais pas qui pourrait arriver d'NXT, mais encore des talents Triple H. Là, on pourra peut-être en Bobby parler un peu plus. Roode, le push de Bobby Roode. Voilà, Bobby Roode qui revient, oui. On ne sait pas, mais j'ai trouvé le show plutôt agréable et vraiment un Raw qui passe très rapidement, j'ai trouvé. Euh, sans temps mou, on dit que ça manque de temps fort, mais ça manque. Enfin, on n'a plus de temps mou non plus, je trouve. On n'est plus là à regarder sa montre parce qu'il y a Tamina et puis je sais pas qui là et Reginald qui font des roll-up quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, alors, c'est effectivement, moi je regrette pas les temps mous, comme tu dis, mais il faut quand même, dans un show de 3 heures, il faut quand même du rythme. Et le rythme, c'est pas forcément la mitraillette, toi. Tac, 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 avec, Oui. en continu. Il va falloir qu'il retrouve un rythme voilà, plus équilibré, avec justement des petites séquences, de la low card, après bien ficelée, toi, de la bonne low card, toi, avec des squash de 3 minutes. Et puis, paf, et puis un peu de comédie, puis paf, derrière, on enchaîne sur la mid-card, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et puis à la fin, on a un vrai gros main event avec la grosse rivalité du moment qui conclut le show et qui est le feu d'artifice de l'épisode, et puis qui nous donne envie après, derrière, d'aller voir la suite. Là, à l'heure actuelle, en tout cas dans cet épisode-là, j'ai trouvé ça assez visible, sans pour autant être quelque chose qui va me dire c'est bon, j'arrête de regarder, de toute façon c'est la merde, Triple H, qu'est-ce qu'il nous fait. J'ai quand même une petite, alors c'est pas encore une inquiétude, mais voilà, malgré tout, je suis assez, euh, je vais observer ça, toi, je vais me dire, est-ce que, pour moi, c'est ça le challenge pour Triple H et la nouvelle équipe en place, c'est de réussir à trouver vraiment une formule équilibrée où tout le monde a sa place et pas on est dans une époque où tout le monde a sa chance et du coup tout le monde a le même temps d'antenne et tout le monde il a 15 minutes de match et tout le monde est ni low carder ni main eventer, tout le monde est un peu dans la mid card et puis on verra ce qui en ressort. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus cette situation. On a besoin dans tous les spectacles d'avoir des temps forts et des temps faibles. Temps faible ne veut pas dire quelque chose de mauvais comme on a malheureusement eu droit auparavant, mais des choses plus légères pour justement après d'autant plus apprécier quand on arrive à un main event où on a des superstars et qu'on a un gros match de 20 minutes pour venir conclure le show. Donc là on est des personnages, ça c'est sûr, et Triple H il adore les personnages. Ça, il n'y a pas à en douter, hein, pour avoir vu justement tous les shows, un petit peu les émissions, backstage. Triple H, il prend les catcheurs, les catcheuses, il les prend sous son aile. Hein, et tous ces petits chouchous de NXT, c'est des mecs, sentimentalement, il est attaché à tous ces gens-là. Mais il va falloir aussi qu'il arrive à être un petit peu, pas sans pitcher, toi, mais à faire la part des choses. Et à se dire à un moment donné, ah ouais, peut-être que là, il mérite peut-être pas 15 minutes d'antenne chaque semaine, toi. Peut-être que Johnny Gargano, c'est pas grave si cette semaine il a que 2 minutes. Pour que justement commence à se dessiner un rythme plus clair et que derrière, à la fin, quand on arrive
parce que ça va arriver vite, hein, les gros shows, les gros pay-per-view, les Survivor Series, qu'on a une image un petit peu plus claire de qui sont les méga stars, les grosses superstars du show et qui sont les stars de plus tard, quoi, qu'on garde pour plus tard. Ça, pour moi, c'est le vrai challenge de cet épisode, de Triple H et de sa nouvelle équipe. Oui, oui, il va falloir faire des choix. Il pourra pas recruter tout le monde et pas utiliser tout le monde. C'est peut-être un peu un syndrome de la AEW aussi, hein, des voisins d'en face qui ont recruté quasiment tous ceux qui ont été virés et qui n'arrivent pas, Eh oui, qui arrivent pas plus que ça, en tout cas, à créer une vraie étincelle où tout le monde se dira ah, c'est l'endroit qu'il faut aller voir. Donc j'espère que ça s'épurera petit à petit, après qu'on laisse des tentatives, qu'on laisse des chances à voir. oui. Les shows sont longs pour certains, comme Raw, donc à voir. Il faut aussi, je pense, moi j'ai toujours pensé qu'il faut envisager, alors c'est un modèle économique, mais voilà, des catcheurs qui tournent un petit peu plus d'une semaine sur l'autre pour moins tirer sur les corps et moins risquer les blessures. Donc pourquoi pas, on pourrait très bien avoir des gens qui sont pas là toutes les semaines, hein. C'est vrai que puis une semaine sur 2 en switch, un peu comme le fait un épisode NXT classique, on n'a pas tout le monde d'un coup, mais une fois ça va être, mis en valeur sur tous les filles, une fois ça va être les tag teams. On pourrait avoir des épisodes un peu, thématisés parfois de weekly, avec des fils rouges. Et puis, bah, surtout ce qui manque un peu, c'est des feuds, hein, et là je Ah rappelle oui. que le prochain Monday Night Raw, nous sommes déjà au Go Home Show, hein Ah oui, le de Clash Clash of of the Castle. Castle. Hmm. Et si l'on regarde la carte, donc je regarde, le Wikipédia American, voilà, on a le fameux Roman Reigns contre Drew McIntyre. On a le match, 3 contre 3 des femmes. On a, heu, on a Riddle et Rollins. On a Liv Morgan contre Shayna Baszler et on a Gunther contre Sheamus. Donc ça fait 5 matchs, ce qui est déjà pas trop mal en soi, bon pour un pay-per-view en général, il y a un match ou 2 de plus. Là, il y en aura peut-être, un peu plus. Mais on se dit pour le moment, il y a plein de mecs et tous ceux qu'on a vus ce soir quasiment, hein, ce soir on a vu personne en fait à part les filles et puis Riddle et Rollins très vite fait, mais sinon tous ces mecs, les Theory, les Lashley, les Kevin Owens, tous ceux qui font notre show à Raw, pour le moment ils avancent un peu sans programme et il reste un show pour leur faire un programme. Donc c'est ça qui est un peu étonnant dans cette road aussi, c'est que on va nous sortir sûrement des choses tombées du chapeau. À moins qu'ils aillent jusqu'à nous faire un show avec, une carte qui va être, découverte sur place. C'est une possibilité aussi, c'est rarement fait, mais pourquoi pas, hein? Si Triple H veut faire une grosse surprise, on peut avoir des choses, étonnantes qui nous attendent. On ne sait même pas, par exemple, si je ne me trompe pas, quand est censé finir le tournoi tag team, féminin, puisqu'a priori il ne finira pas, à Clash of the Castle puisque les principales prétendantes sont déjà dans un match, donc je ne sais pas. Tout à fait, mon Raphaël. Ça, c'est une question aussi. Probablement après le pay-per-view. Probablement après le pay-per-view, peut-être dans le show du lendemain, dans le Raw du lendemain, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est pas très clair. Les choses vont probablement, et en tout cas on l'espère, hein, se décanter et juste après Clash of the Castle, qui va être un bon coup voilà, pour Triple H, qui va pas manquer à mon avis de nous balancer une bonne grosse surprise aussi quand on sera du côté de Cardiff, hein, c'est bien ça, c'est à Cardiff que ça va se passer. C'est ça. Euh, D'ailleurs, on n'a pas mentionné une info qu'on a eue ce soir-là, mais alors c'est de la mini info, hein, mais pour le fameux tournoi féminin, du coup, les Toxic Attraction sont déjà out. Ah Du oui. coup, à SmackDown, on nous annonce une énorme affiche de match pour la seconde chance de toutes celles qui ont perdu juste avant. Oh Super. là, Donc ça donne envie, un match de loser. On ouais. est hypé, hein. Ouais, ouais. Non, effectivement, bah carrément pas, évidemment. Ouais, bah, oui, c'est pas de bol. Ça, c'est pas de bol. Pour les filles de NXT, là, elles ont pas fait elles n'auront pas forcément saisi leur chance jusqu'au bout lors de ce tournoi. Bon, écoute, mon bon Rafa, c'est l'heure du mot de la fin, même si on commençait déjà finalement un petit peu à conclure, à partager un petit peu notre ressenti sur cet épisode et peut-être même plus encore sur nos attentes, hein, ce qu'on espère se voir se produire là dans les prochaines semaines. Mais il faut bien noter cet épisode et il faut bien donner, partager ton top, ton flop, s'il te plaît. Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était quand même un très bon show. Je critique pas trop, ces histoires de show, dont il manque un petit peu, de début, de fin et de pic, parce que j'ai trouvé ça agréable, à suivre. Ça pourrait être un show average, comme on dit, mais où tout est pas très bon.
Et là, je trouve que tout est plutôt bon, hein, j'ai bien aimé Dolph Ziggler, Kevin Mm. Owens, voilà. Donc je vais mettre un 3,75 en mettant un top, en mettant un top à Kevin Owens, allez, je l'aime beaucoup, donc il mérite son top là, d'en défoncer tout le monde, faire des powerbombs et repartir. Et je vais mettre mon flop, bah écoute, je pense que je te vole ton flop, mais je vais le mettre, à l'intro féminine, ouais. Ouais. Pas à Trish Stratus, je te la laisse si tu veux mettre un truc vraiment focus, mais à cette intro féminine où elles se disent rien en fait, à part se dire, «Ah Ouais. hé, ah là, nous on est des méchantes alors, ah vous êtes toutes, nulles et puis, les autres, ah bah nous, on est les gentilles alors, voilà, bah nous on est trop bien». Bon voilà, flop. Flop les filles. Bossez le texte. Ouais, bah écoute, bah oui, mon flop, je vais le donner à Trish Stratus. C'est quoi ça? On est vétéran et puis on sait même pas allumer, mettre le feu à une foule, allumer le feu là. Au Canada, on sait pas faire. C'est pas possible. J'aurais aussi pu le donner au public. Moi, je sais que j'ai vraiment ressenti étant complètement mou. Alors, est-ce que c'est, comme tu l'as dit, comparé à Montréal, c'est peut-être du coup forcément pas en leur faveur. Mais je me dis, c'est voilà, ils sont pas forcément très souvent à Toronto. Ils avaient des stars locales. J'ai l'impression qu'ils étaient juste venus voir Edge, hein. Et que tant qu'on n'avait pas le main event de Edge, c'était difficile de les faire se lever du siège. Mais bon, je donne quand même à Trish. Trish, franchement, c'était indigne d'une Hall of Famer. Écoute, pour mon top, je vais le donner, alors pas au retour de Johnny Gargano, mais à cette interaction entre Johnny Gargano et Theory, et cette rivalité que je trouve bien sentie. C'est vrai. Voilà, je trouve que c'est la bonne rivalité pour les deux hommes. À la fois pour Gargano qui arrive et puis qui a une raison de se retrouver, voilà, d'avoir un programme du coup naturel. Et puis Theory qui va pouvoir se relancer justement aussi après sa déconvenue à SummerSlam. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Ma note, j'étais parti sur un 3,75 du coup, mais comme tu as donné 3,75, je réfléchis un petit peu et je vais aller un petit point en dessous. Je vais mettre un 3,5. Un 3,5. C'est, comme tu l'as dit, hein, finalement, tout est bon dans le cochon, mais tout est bon. Mais je serais presque tenté de dire, si j'étais de mauvaise foi, qu'il y a trop de choses sont bonnes. Ah, Trop de choses c'est sont bonnes. difficile de dire ça, mais oui, je comprends, ouais. Non, oui, j'exagère. Évidemment, vous aurez compris, c'est pas que trop de choses sont bonnes, mais voilà, ça manque de rythme. Et puis surtout, tu l'as dit, ça manque de rivalité. Donc voilà, on regarde, c'est beau, mais la formule n'est pas encore là, hein. La formule magique n'est pas encore là. Donc il va falloir encore être un petit peu patient avant de balancer un bon gros 4 des familles, mon bon Rafa. Et du coup, c'est comme ça qu'on se quitte. Et qu'on se quitte pour cette analyse de Monday Night Raw, pour retrouver Catch Up, votre podcast qui résume tous les shows catch de la WWE. C'est très simple, mon bon Rafa. Il suffit de vous abonner. Et oui, de vous Bah oui. abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, on a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. On a également YouTube, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode. Sinon, vous ne serez pas prévenu maintenant. Pour être notifié, il faut cliquer sur la cloche. Et n'hésitez pas à partager en commentaire également ce que vous avez pensé de cet épisode, votre top, votre flop et votre note. Rejoignez-nous sur le Discord. Raphaël en a parlé, le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, c'est CatchUpCDC, également Facebook et Instagram. Mon bon Rafa, je te remercie d'avoir été là pour m'accompagner dans l'analyse de ce show. 100% caribou, 100% pancake. C'était un plaisir à t'écouter, Irem, je pourrais le faire pendant des heures, donc je suis ravi d'être avec toi. Merci à toi pour ta présentation de qualité. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite à tout évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut peuple de Ketchup, ciao à tous. Ah, ciao à tous, ça a jamais voulu rien dire, je crois, mais comme j'invente sur le moment, c'est sorti comme ça.